assez mal nourris, mais qui avaient de bons copains et qui faisaient des cabanes dans le jardin. Que puis-je vous dire d'autre? Qu'il dessinait, qu'il jouait du violon, qu'il fallait changer souvent les cordes du violon, parce qu'il disait que ça coûtait très cher. Il dépensait beaucoup d'argent à acheter des fusains et des crayons et du papier. Donc je vous recommande cette lecture qui est réconfortante. Bravo. Merci beaucoup. Tu le couperas en bande dans toutes les boîtes. Vous êtes carré. Les femmes de Dieu. Voilà, c'était la pièce du petit Sorésien de l'année 1825. Oh là là. Et il faut l'ouvrir. Vous l'ouvrez. Et c'est Oh là là. un coffre de Elles sont quoi? Une caisse de Ah oui, elles sont Ça, quoi? c'est une caissette provision réfectoire. À partir de quel... Ma mémoire défaillante de Ah, parce qu'il y a Vous avez cité des amis ou des anciens de Sorès qui auraient des... Et alors, vous savez, de ce garçon-là, quand il a commencé à faire l'inspecteur des impôts à travers la France, j'ai son uniforme, son chapeau, son ceinturon. Oh, je suis très satisfaite de M. Lapierre III. Oui, ils étaient en numéro 5. Pour son application, ses progrès. C'était une association qui s'était formée. C'est quand même pas mal. C'est la plus grande Je regarde le bouquin. Parce que c'est l'existence jusqu'à maintenant. C'est en fait monsieur Caspar, le professeur, qui a fait le... Évidemment, il l'utilise pour emprunter son droit sur d'autres qui ne pouvaient pas donner. Chère Anne-Marie, félicitations pour ce salon, qui est le 9e salon donc, du livre de Sorèze et les anciens élèves de Sorèze, puisque aujourd'hui c'est la Sainte-Cécile et que pour les anciens de Sorèze, c'est une date importante et ils sont venus d'ailleurs nombreux. Effectivement, a été un très grand économiste, non seulement de l'école française du libéralisme, mais adulé en Angleterre et aux États-Unis, très peu en France. Et c'est vrai que l'école de Ricardo, de Smith, eh bien, elle a démarré en réalité avec Frédéric Bastiat. Et tout à l'heure, on parlait justement d'Armand Barbès, mais Sorèze est l'illustration même de l'ouverture d'esprit. Frédéric Bastiat, on pourrait dire, bon, c'est la pensée libérale, etc. Armand Barbès, la pensée socialiste, mais Sorèze, eh bien, c'est l'union de toutes ces traditions et notamment des courants de pensée, puisque ici le saint-simonisme a été également très prégnant. Plaisir. Alors, je vais parler un petit peu de la vie, la jeunesse de Frédéric Bastiat, ensuite un peu de son œuvre et de son rayonnement un peu dans le monde, parce qu'il est plus connu souvent ailleurs qu'en France. Donc la famille de Frédéric Bastiat était landaise. Le grand-père de Frédéric, qui s'appelait Pierre Bastiat, alla s'établir à Bayonne pour y ouvrir une succursale de son négoce landais. Mais il garda sa maison à Mugron, toujours dans les Landes, et acquit même un domaine dans le voisinage, à Soubros, domaine qui s'appelle Sangresse, en 1794. Pierre, donc ce grand-père, fit prospérer la maison Bastiat et lui donna une grande extension. Elle expédiait en Hollande des vins français et espagnols
et faisait commerce de la laine avec l'Espagne et le Portugal. Son fils aîné, qui s'appelait également Pierre Bastien, travaillait dans l'affaire familiale. Il se maria avec une jeune fille de Bayonne et de cette union va naître notre Frédéric Bastien en 1801. Mais les parents de Frédéric sont atteints de tuberculose, qui sera le cas sans doute de Bastia également. Et donc, sa mère meurt en 1808, alors que Frédéric n'a que 7 ans. Et puis, les affaires de la famille commencent à moins bien marcher, parce qu'il y a le blocus continental, la guerre maritime, les conflits avec l'Espagne et le Portugal, et tout cela brise l'essor du commerce bayonnais en général, et de la famille Bastia en particulier. Et ça leur crée de grandes difficultés. Alors en 1810, le grand-père de Frédéric, Pierre Bastien, perd sa femme. Et il se retire alors avec sa fille Justine, qui donc est une tante de Frédéric, il se retire dans sa maison de Luberon, emmenant avec lui Frédéric et son père, le père de Frédéric, qui va mourir à son tour, la même année. Donc, à l'âge de 9 ans, Frédéric est déjà orphelin de père et de mère. Il va être élevé par son grand-père et surtout par sa tante, mademoiselle Justine Bastien, une femme bonne, intelligente, dévouée, qui va lui servir de mère. Alors, Frédéric est un enfant enjoué, très précoce, très doué, à l'aise dans toutes les situations. Sa tante décide de lui faire donner une très bonne éducation. Elle l'envoie d'abord au collège de Saint-Sevé, une voisine, mais l'enseignement n'est pas adapté à la boulimie de connaissances de Frédéric. Alors, dès 1814, donc Frédéric a 13 ans, elle l'envoie dans l'école la plus prestigieuse de France, l'école de Sorèze. Comme vous le savez, donc l'école avait été tenue par des religieux d'une grande ouverture qui ont été dispersés par la Révolution. Mais elle fut reprise par l'un d'entre eux, ou par deux d'entre eux, plutôt les frères Ferrus, qui en conservèrent l'esprit de tolérance et de respect des autres. Donc, déjà dans ce domaine, l'école accueillait des catholiques et des protestants. Des choses rares à l'époque, l'école abritait un aumônier catholique et un aumônier protestant. Les langues vivantes occupaient une place très importante. Les élèves occupaient une place plus importante que les langues mortes, latin et grec. Les élèves devaient apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, et les matières scientifiques occupaient une place prépondérante. Au bout de 4 ans de mathématiques, on abordait le calcul différentiel et intégral. Mais on faisait aussi de la comptabilité, moyen concret d'aborder le raisonnement économique. En philosophie, on habituait les élèves au débat d'idées en favorisant à la fois le respect d'autrui et l'agilité intellectuelle. Le sport occupait une grande place. On apprenait l'équitation et la natation. Et on y faisait aussi de la musique. Alors Bastien, donc, à Sorèze, fera des études secondaires brillantes, mais malheureusement, il est appelé à aider son oncle dans l'affaire de Bayonne, et il en partira d'ici en 1818 à 17 ans, sans avoir passé le baccalauréat. Il écrit bien, il parle couramment au moins l'anglais et l'espagnol, il monte parfaitement à cheval, c'est un sportif accompli, il adore la musique, il joue du violoncelle, plaisir qu'il gardera toute sa vie. Donc, son excellente éducation à Sorèze lui a certainement servi toute sa vie. Dans ses langues, disons, d'origine, plus tard, il a été nommé juge de paix et il s'est montré très équitable et très efficace pour résoudre les conflits. Il a été
élu député des Landes, c'est 1848, est nommé vice-président de la commission des finances à l'Assemblée. Mais sa carrière politique a été de courte durée. Ce n'était pas un grand orateur. Des problèmes pulmonaires faisaient qu'il préférait écrire un pamphlet plutôt que de faire un discours. Et donc, en quelques années, il a produit une œuvre considérable. Seulement, sa santé déclinait. Ses médecins lui ont conseillé de passer l'hiver en Italie, à Rome. Il y est parti et il y est mort en 1850, à seulement 48 ans. Alors maintenant, pour parler un petit peu de son œuvre, il a apporté une importante contribution à la science économique. Il a notamment développé de manière nouvelle les sujets suivants. Alors, les vertus du libre-échange, c'était son grand dada, et les méfaits du protectionnisme, l'accumulation du capital et l'enrichissement des travailleurs, la théorie subjective de la valeur, l'interventionnisme étatique destructeur de richesse, la balance du commerce, la théorie des choix publics, bon, parmi d'autres thèmes et sujets. Sa philosophie politique a abordé donc les thèmes suivants: la liberté et la responsabilité individuelle, la propriété, la vie en société, la spoliation, ce qu'il appelait la spoliation légale, l'État minimum. L'État, par exemple, doit se limiter à assurer la protection de la liberté, de la sécurité, de la propriété de chacun. Au-delà de ça, on n'a pas besoin de l'État. Et puis, la vraie fraternité. C'était un pédagogue génial et il utilisait souvent l'humour, et nous allons vous en donner un exemple. Donc, je vais lire une de ces petites histoires à lui, dont il avait le secret: la pétition des fabricants de chandelles. À messieurs les membres de la Chambre des députés. Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit. Car, aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse. Tous les consommateurs s'adressent à lui, et une branche d'industrie française dont les ramifications sont innommables est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui n'est autre que le soleil, nous fait une guerre si acharnée que nous soupçonnons qu'il nous est suscité par la perfide Albion. D'autant qu'il a pour cette île orgueilleuse des ménagements dont il se dispense envers nous. Nous demandons, ce sont toujours les fabricants de chandelles, à la pétition, nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toute fenêtre, lucarne, abat-jour, contrevent, volet, rideau, vasistas, œil de bœuf, store, en un mot, de toutes ouvertures, trous, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir doté le pays, qui ne saurait sans ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lutte si inégale. Et d'abord, si vous fermez autant que possible tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l'industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée? S'il se consomme plus de suif, il faudra
plus de bœufs et de moutons. Et par suite, on verra se multiplier les prairies artificielles, la viande, la laine, le cuir et surtout les engrais, cette base de toute richesse agricole. S'il se consomme plus d'huile, on verra s'étendre la culture du pavot, de l'olivier, du colza. Ces plantes riches et épuisantes viendront à propos mettre à profit cette facilité que l'élevage des bestiaux aura communiquée à notre territoire. Nos landes se couvriront d'arbres résineux. De nombreux essaims d'abeilles recueilleront sur nos montagnes des trésors parfumés qui s'évaporent aujourd'hui sans utilité, comme des fleurs ou douilles émaillées. Il n'est donc pas une branche d'agriculture qui ne prenne un grand développement. Il en est de même de la navigation. Des milliers de vaisseaux iront à la pêche de la baleine, et dans peu de temps, nous aurons une marine capable de soutenir l'honneur de la France et de répondre à la patriotique susceptibilité des pétitionnaires sous-signés, marchands de chandelles, etc. Donc, fin de cette petite histoire. Bastia avait donc une façon originale et dévastatrice de démolir les sophismes éternellement remis sur le tapis par les hommes politiques de tous bords. Alors voici quelques sophismes que Bastia cherche à démolir. Le progrès technique entraîne le chômage. Les dépenses de l'État permettent de créer des emplois. Il faut harmoniser les coûts du travail entre les régions. Il faut limiter les importations pour rétablir la balance des paiements. Il faut aider les industries en difficulté par des subventions, etc. Utilisant tour à tour la satire, l'ironie, l'humour, le raisonnement par l'absurde, comme avec les chandelles, il parvient à tourner tous ces sophismes flous en ridicule, dans une langue claire, concise, implacable. Remarquons toutefois, hélas, que les hommes politiques, qui dans l'ensemble n'ont pas lu Bastia, à l'exception notable de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, continuent imperturbablement à proférer les mêmes impôts. Alors, maintenant, parler un petit peu du rayonnement de Bastia. Comment ces œuvres, ces idées ont-elles été reçues? En France, l'influence de Bastia n'a cessé de grandir jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il aurait même inspiré le pape Léon XIII, l'auteur de l'encyclique Rerum Novarum. Puis, la pensée libérale s'est étiolée au profit d'une philosophie favorable à l'État, d'inspiration marxiste, keynésienne ou plus simplement dirigiste. Et Bastia est tombé peu à peu dans l'oubli en France. À l'étranger, en revanche, et notamment aux États-Unis, l'influence de Bastia a toujours été considérable. Sa pensée est diffusée depuis fort longtemps par des institutions prestigieuses. Alors, M. de Guénard avait mis toute une liste d'institutions que je vous passe, parce que ce sont des institutions américaines, avec des noms américains, mais notamment the Foundation for Economic Education, la FEE, et l'université George Mason, qui possède une chaire Frédéric Bastiat. Dans les années 50, la General Electric avait décidé d'organiser des cours d'économie pour ses cadres. Plutôt que d'utiliser un professeur d'économie, elle pensa qu'il serait plus efficace d'utiliser un acteur pédagogue, à qui on aurait appris l'économie. Elle choisit Ronald Reagan, alors acteur de films de série B et en attente de contrat. Et elle le fit former à l'économie par la FEE, la Foundation for Economic Education, en utilisant notamment des textes de Bastia, qui est l'auteur favori de cette fondation. Le succès des cours de Reagan fut tel qu'il ne tarda pas à dépasser les limites de l'entreprise. En 1964,
pour la campagne de Barry Goldwater contre Johnson, on demanda à Reagan de faire un discours sur les idées qu'il avait développées au sein de la General Electric. Ce discours eut un tel succès que Reagan devint un orateur très sollicité par diverses sections du Parti républicain. Puis, on le poussa à se présenter comme gouverneur de la Californie. Il fut élu. Et en 1980, il fut élu président des États-Unis. Lorsqu'il était interrogé sur les économistes qui l'avaient le plus influencé, il citait volontiers Copeland, anglais, Bastiat, von Mises. Lorsqu'on lisait les discours de Reagan, qu'il écrivait en général lui-même, ou lorsqu'on écoutait ses réponses aux journalistes, c'est l'influence de Bastiat qui apparaissait le plus clairement. En octobre 1994, donc la même année, la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne organise un congrès intitulé Frédéric Bastiat et le libéralisme. Il y a 13 conférenciers. Du 1er au 5 juillet 2001, le Cercle Frédéric Bastiat de Land organise un congrès international à Dax, qui est un peu notre base maintenant, pour le bicentenaire de la naissance de Bastiat. Il y a 200 participants appartenant à 30 pays et 20 conférenciers, dont 11 étrangers. Pendant le congrès, un après-midi est consacré au souvenir de Frédéric Bastiat à Bayonne, parce que c'est là qu'il est né, au cours duquel la mairie dévoile une plaque sur sa maison natale.